Donc on va y aller sur un petit temps de questions voilà, qu'on a préparé en direction de chacun d'entre vous, et puis ensuite vous aurez l'occasion de poser des questions également, comme ça a été fait sur la table ronde précédente. Donc on va commencer avec vous, Madame Wafki. Donc moi je m'appelle Myriam Wafki, je suis actuellement chef de projet de la cité éducative de Corbeil-Essonnes et aussi docteur en sciences de l'éducation, notamment très intéressée sur toutes les questions autour de la violence, la justice, mais peut-être qu'on aura l'occasion de... Peut-être je vois juste un petit tour pour se présenter, puis ensuite on rentre dans le vif des questions si vous voulez bien. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sébastien Chalevet, je suis commissaire divisionnaire, ainsi que le commissaire central de Creil et le directeur adjoint de la police nationale de l'Oise. Bonjour à toutes et tous, Yvan Barros, je suis chargé de mission au sein du Forum français pour la sécurité urbaine. Et Farid, présente-toi quand même. Farid El-Mili, responsable du service citoyenneté prévention médiation à la ville de Montagnard. Tout au long de cette journée, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous retenez ou sur laquelle vous avez envie de rebondir? Ce que je constate, c'est qu'on partage beaucoup de choses d'un territoire à l'autre, même si certainement les histoires sont différentes. N'empêche que les jeunes sont là et il faut pouvoir être garant de leur protection sur ces territoires-là. Et donc évidemment, comme le disait Elsa, il y a un empilement un millefeuille de solutions. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir coordonner et être en lien. On demande aux jeunes à être en lien. Et je pense qu'effectivement, déjà, il faut être en lien entre adultes, entre professionnels. Donc nous, c'est ce qu'on a tenté de faire à Corbeil-Essonnes pour l'instant autour de commissions thématiques. Donc des réunions qui sont sur le principe du volontariat. On invite, en partant du principe que chacun doit être volontaire dans sa démarche. Et puis ceux qui ne sont pas encore là prendront le train en marche. En voyant que la dynamique collective peut être aussi positive, impactante, parce que quand les jeunes voient que les adultes autour d'eux sont en lien, je pense que ça peut avoir un effet très, très bénéfique. Et aussi de vouloir faire participer les jeunes, ce qui, je ne vous cache pas, a été un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, c'est pas habituel. Quand on dit à chacun, aux animateurs, aux directeurs, aux éducateurs, venez la prochaine fois avec un jeune, et ben là on se dit, oui, mais on va peut-être être avec des jeunes de quartiers différents. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi qu'on dépasse en tant qu'adulte, c'est la méfiance peut-être. Et peut-être avoir un peu plus confiance en la capacité des jeunes à résoudre aussi les problèmes avec nous. Et je ne crois pas dire de bêtises en reprenant Mandela, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, y compris au plus haut niveau des institutions. On n'a pas l'habitude de faire participer les bénéficiaires aux décisions qui sont prises pour eux. Donc voilà, c'est sur un des points sur lesquels je peux réagir pour l'instant. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus du coup de vos travaux, donc en général, et puis en particulier sur cette articulation-là entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe en dehors? On a bien vu ce matin que c'était vraiment une articulation hyper importante dans l'accompagnement des jeunes du territoire. C'est primordial et ça a été un parti pris de faire participer absolument tous les acteurs localement, en tout cas, issus des différentes institutions. Donc on avait très peu au départ, il faut dire les choses, mais je pense qu'il y a aussi une habitude partenariale à mettre en place avec les équipes des établissements scolaires, avec les équipes municipales, interservices aussi, parce que travailler avec les autres, c'est aussi travailler en interne avec les différents services, c'est pas forcément quelque chose d'acquis. Interservices, médiation, animation, centre de loisirs, maison de quartier, centre de santé, enfin voilà, tous les acteurs sont les bienvenus autour de la table et c'est important. Et les associations, bien évidemment, c'est tout ce petit monde autour de la table et si en plus on arrive à faire participer les jeunes aux échanges, c'est important. Et donc nous, on a simplement voulu partir des participants. Donc on a organisé des temps de réflexion et d'échange où on posait des questions et on faisait travailler les gens en petits groupes. Et surtout en faisant attention que les petits groupes, et là il fallait intervenir parce que souvent les petits groupes, c'était des petits groupes de personnes qui se connaissaient. Et donc il fallait un peu intervertir les uns et les autres et réfléchir à, partir des expériences de chacun. Dans vos expériences, qu'est-ce que vous identifiez comme facteur de risque? C'était pas formulé comme ça, c'était des formulations un peu plus sympathiques. Mais qu'est-ce qui est facteur de risque? Qu'est-ce qui est facteur protecteur? Et puis après, justement, de réfléchir comment on peut renforcer ces facteurs protecteurs et comment on peut lutter, ou en tout cas contrecarrer au mieux les facteurs à risque. Puis finalement, en analysant toutes les données qui ont été
soulevées dans ces temps de travail, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trois types d'approches. Il y avait l'approche individuelle, ce qui relève de ma pratique, de ma posture en tant que professionnel. Et puis, il y a aussi ce qui relève du collectif, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, tant au niveau des professionnels que des jeunes. Pareil, les facteurs de risque propres aux jeunes, qu'est-ce qui touche à mon individualité, qu'est-ce qui touche à mon appartenance dans un groupe. Et il y avait aussi, évidemment, la question de la méthode et des outils. Et là, on voit qu'on a besoin de formation, on voit qu'on a besoin de cadres communs, de feuilles de route, et forcément c'est rassurant et aidant de se dire qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a peut-être aussi des chemins et des circuits d'information, de protocoles à mettre en place quand on est à différents niveaux de gravité. Si c'est bien avant, on sent qu'il y a des petites tensions, qu'est-ce qu'on met en place? Là, ça devient de plus en plus tendu, ou alors là, il y a une risque, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le match retour? Et finalement, de fil en aiguille, il y a eu énormément d'idées de solutions, mais comme le disait Elsa, il faut aussi pouvoir, au niveau administratif, avoir les professionnels pour coordonner, faciliter en tout cas les liens entre les uns et les autres et la mise en place de ces actions. Et évidemment, il faut des moyens aussi. Et puis de se dire accepter de se dire que les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain et que c'est différentes actions à court terme, moyen terme et long terme qui vont nous aider. On en est actuellement à former différents corps de métier, entre guillemets, donc au niveau des collèges, au niveau des associations, prochainement au niveau des animateurs et des médiateurs, autour de ce qu'on appelle la justice restaurative. Et c'est quelque chose que je pose aussi pour chacun d'entre nous ici, c'est comment dans un environnement de vie, parce qu'en fait on vit ensemble, hein, on a du commun, on est dans une commune, mais peut-être aussi en interville, enfin nous on sait particulièrement au sein de la commune qu'il y a des difficultés, comment on vit ensemble, et comme dans une famille où les gens s'aiment très fort, il y a quand même des tensions, des conflits, donc ça je pense qu'il y en aura toujours, mais comment on se fixe un cadre commun pour gérer ces conflits plus facilement, avec plus de fluidité. Et je pourrais encore aller, mais je vais m'arrêter de parler, mais il y a aussi la question des émotions. Et comment, je ne sais plus, tout à l'heure, quelqu'un qui parlait de l'expression des violences, comment lutter contre l'expression de la violence, et comment donner aussi accès, comment créer des temps et des espaces qui légitiment l'expression des jeunes, de leurs émotions, aussi bien négatives que positives. Et voilà, comment donner ces espaces-là, qui, quand ils n'existent pas, se transforment en frustration, en colère. C'est des choses que vous avez déjà mises en place ou c'est des perspectives là, concernant l'accueil des émotions? Alors, oui, en fait, dans le cadre de la cité éducative, on s'attache à financer des actions, alors à la fois qui soient intercollèges, inter-écoles, qui soient de plus en plus interquartiers, mais on soutient aussi des formations, donc sur les compétences psychosociales des plus jeunes âges, comment gérer les émotions, et puis tout ce qui est autour de l'art et la culture. On sait très bien que c'est aussi un accès pour certains jeunes pour s'exprimer. Chacun, je pense, peut trouver son compte pour s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je pense que il n'y a pas une solution clé pour tout le monde. Vous voyez dans le film sur écrit, tu verras ça. Exactement, oui. Ok. Je vous remercie déjà pour ce premier échange. Oui, vous. Peut-être du coup je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire de votre point de vue quel est le lien entre les jeunes et la police? Quelles sont les choses compliquées? Quelles sont les choses peut-être plus simples? Et comment vous avez travaillé pour essayer de rapprocher les deux bords? Alors effectivement, je vais essayer d'élargir un petit peu ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire la police répressive qui n'intervient que pour interpeller les auteurs d'infractions. Ça c'est effectivement une de nos missions classiques, mais notamment en matière de RICS, quand on est appelé et que la RICS s'est produite, c'est déjà qu'il y a eu un échec social. C'est déjà trop tard et effectivement, la police ne se résume pas uniquement à l'interpellation des auteurs de RICS et à la protection des victimes. Alors, on le fait, et on doit le faire effectivement, et notre boulot c'est effectivement de répondre aux 17, d'interpeller rapidement les auteurs quand les RICS se sont produites, et de protéger les victimes et ceux qui en ont été victimes. Mais la police, c'est aussi un rôle beaucoup plus large que celui-ci, et c'est un rôle plus large à deux égards, et on intervient énormément en matière de prévention. On intervient en matière de prévention dans deux thématiques distinctes. La première, c'est la pure prévention de la délinquance, et on le fait à travers plein de participations, notamment à des colloques comme aujourd'hui, à des forums de métiers, à des rencontres au sein des établissements scolaires. Enfin, voilà, on a toute cette activité, j'allais dire au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais plusieurs fois par mois, où on se déplace dans les établissements scolaires, avec les municipalités, dans les centres municipaux, dans les centres sociaux,
pour porter la parole de la police nationale, c'est-à-dire les valeurs de la République. On le fait régulièrement, on le fait encore dans pas très longtemps, là, au mois de février, un forum des métiers avec les collèges de Nogent-sur-Oise, et c'est l'occasion pour nous de, alors non seulement de présenter nos métiers, mais le forum des métiers, c'est pas que ça, c'est pas aussi pour, ça n'est pas que pour recruter des gens, c'est aussi pour porter ces valeurs de la République, pour faire passer les messages et pour donner une image différente des forces de police aussi. On a une association qui a été créée au sein du commissariat de Creil, qui s'appelle le Centre de loisirs jeunes de la police nationale. C'est une association loi 1901 et c'est un centre qui accueille les jeunes des quartiers dits sensibles. Alors le terme est assez peu élégant, mais c'est ce qu'on dit, c'est compréhensible. Qui accueille des jeunes des quartiers sensibles, donc des jeunes de 9 à 17 ans, et qui les accueille au sein d'une structure qui est dirigée par des policiers qui leur font faire des sorties au musée, sorties au cinéma, visiter des bâtiments publics, des mairies, la préfecture, le Sénat, l'Assemblée nationale. Donc on essaye vraiment d'élargir un peu leur esprit et de leur proposer tout un panel d'activités à la fois sportives, à la fois ludiques, culturelles et civiques. Donc ce centre de loisirs jeunes, il est ouvert depuis maintenant 2 ans. Il accueille des enfants toute l'année, il les accueille pendant les vacances scolaires, il les accueille aussi en dehors des vacances scolaires. Il accueille notamment des élèves qui sont exclus des établissements scolaires, donc on a passé des conventions avec les établissements scolaires pour éviter que les élèves exclus, on le sait bien, quand ils sont exclus parce qu'ils ont fait une bêtise, ils vont se retrouver exclus 1 jour, 2 jours, 1 semaine, mais en réalité les parents travaillent parfois, souvent, et ils ne peuvent pas s'occuper d'eux pendant leur temps d'exclusion, et en réalité le gamin se retrouve livré à lui-même pendant son exclusion. Donc nous, on se propose de les accueillir au centre pour qu'ils aient un cadre, qu'ils aient des activités et qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes pendant ce temps d'exclusion. Donc voilà, le centre de loisirs jeunes, c'est de la pure prévention. Le deuxième champ sur lequel on intervient en prévention, c'est tout ce relationnel avec les municipalités, avec les acteurs sociaux, pour prévenir les risques. Plus on se parle entre nous, plus on a des chaînes d'alerte qui vont vite, plus on a une connaissance des groupes qui sont sur certains quartiers et des individus qui posent problème, plus on a une remontée d'informations rapide sur les difficultés, sur les tensions, sur ce qui s'est passé dans les quartiers, au sein des établissements scolaires, plus on sera apte à agir rapidement pour éviter le passage à l'acte, et voilà, vraiment venir le plus en amont possible et éviter tout ce qu'on a pu avoir il y a quelques années encore, parce que ça s'est quand même bien calmé, Eric, et je pense que tout ce que vous avez fait au niveau de Montataire et maintenant au niveau de l'aglo a bien participé à calmer tout ça. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit peu plus sur comment vous en êtes arrivé à cette idée qui est quand même assez originale, de dire on va, nous policiers, emmener des jeunes au musée ou au zoo, comment vous en êtes arrivé là, et peut-être s'il y a eu des réticences, comment vous les avez surmontées, et aujourd'hui comment ça se passe pour les agents aussi? Plusieurs communes en France avaient ouvert des CLJ, des centres de loisirs jeunes, et on s'est dit qu'on pouvait le faire. Alors on l'a fait à moyen constant, c'est-à-dire qu'on y a dédié des policiers qui sont des policiers du commissariat, qui sont dédiés à temps plein. On a trouvé des locaux, grâce à la mairie de Creil qui nous a mis à disposition des locaux, grâce à la mairie de Montataire qui a aussi intercédé pour qu'on puisse bénéficier de locaux à l'extérieur aussi de la commune de Creil. Le but étant aussi d'accueillir les enfants et les adolescents en dehors du quartier, c'est-à-dire de faire vraiment la rupture, c'est-à-dire de leur montrer qu'il y a autre chose à part le quartier et la ville. Donc on a été bien aidés, même si on l'a fait à moyen constant au niveau du commissariat, on avait des gens qui étaient motivés, à qui on a proposé le challenge et qui l'ont relevé parce qu'ils voulaient vraiment s'investir dedans, et des municipalités qui ont évidemment adhéré tout de suite et qui nous ont très bien aidés. On a bénéficié de subventions étatiques aussi, donc tout le monde s'est mis autour de la table et finalement la concordance des volontés a fait que ça s'est fait très facilement. Et encore une fois, parce que les policiers étaient volontaires et qu'il n'y a eu aucune réticence au niveau local, donc ça s'est fait rapidement et très bien. Merci. Je me tourne vers toi, Farid, maintenant. Est-ce que tu peux du coup nous relater un petit peu, toi, le projet que tu souhaites nous présenter, comment ça s'est, comment vous en êtes arrivé là? Début 2021, on relève un certain nombre de bagarres entre jeunes de Montataire et des jeunes de l'extérieur. Et là, on se rend compte qu'il y a une fréquence quand même plus grande, avec quand même des violences, je dis pas plus fortes, mais quand même prononcées, et avec des acteurs, des auteurs en tout cas plus jeunes, et avec automatiquement des victimes plus jeunes. Et à partir de là, on essaie de comprendre, et voilà, on initie un diagnostic local partagé avec les partenaires, et on constate pas mal de choses. Donc on est en mode post-Covid, vraiment on sort à peine, on est encore en plein temps, clairement. Et en fait, on constate que des jeunes ont mal vécu clairement les confinements, avec toutes les restrictions, port du masque obligatoire, autorisation de sortie. Ils ont été coupés de toute activité collective. Ça a été vraiment très violent pour eux. Et ils ont eu cette impression de vivre une adolescence pas comme les autres. Et clairement avec une vision sur l'avenir très, très, très sombre.
Et donc, à partir de là, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, la ville de Montataire propose la mise en place d'un dispositif local expérimental, à Montataire dans un premier temps. Et bien sûr, comme M. le maire est président du CSPD, on s'est déjà projeté à ce moment-là sur le fait qu'on allait tenir ce projet, on allait piloter ce projet sur 3 ans. Et après, automatiquement, on allait le passer à l'échelle de l'AXO via le CSPD. Et donc, à partir de là, effectivement, rapidement, donc les mois qui suivent, on constitue un comité technique de la prévention des risques. Donc voilà, on intègre dans un premier temps tous les services clairement de la prévention, de l'animation, de médiation, de l'agglo, les services bien sûr de la PJJ, et vraiment tous les acteurs, le collège, le lycée, mais dans un premier temps, à petite échelle, sur la ville de Montataire, et bien sûr les services internes, services des sports et compagnie. Mais vraiment, dans un premier temps, on met en place, donc on forme ce comité technique, et l'objet, c'est de travailler à sensibiliser les jeunes de Montataire et quelques parents. Parce qu'on voulait voir un petit peu comment ça se passe. Et effectivement, j'ai entendu tout à l'heure que c'était très difficile, et je vous confirme, de mobiliser les parents, c'est vraiment très difficile. Et tout à l'heure, j'ai entendu effectivement qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient mobilisées. Donc je peux vous dire que sur d'autres actions, il y avait pas mal de filles, mais c'est paradoxal, mais chez les parents, c'est vraiment les femmes qui sont mobilisées. L'idée, c'était de les sensibiliser sur les conséquences de leur participation. Conséquent, il y a eu un court-métrage qui a été réalisé, ils étaient co-réalisateurs et acteurs. C'est vrai que sur cette action, plus d'un séance sur une année, donc un travail quand même colossal, mais vraiment, c'est des débats, et on a vu l'évolution, une évolution intéressante. Les leaders, autant ils en imposent quand ils ne sont pas dans la conversation, mais quand il y a un débat, on change le rapport de force. Sincèrement. Et on a vu des jeunes s'opposer à leur vision et à leur position, et on a vu un changement, une évolution dans l'affirmation de certains jeunes. Sur une année, voilà, il y a eu un court-métrage, Les Bruits du Buzz, donc c'est indiqué effectivement dans la pochette, hein, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a pas mal de supports qui peuvent être utilisés pour approcher et aborder en tout cas les parents, les associations et les jeunes. Et au bout d'une année, voilà, c'est bien de sensibiliser nos jeunes, mais il faut sensibiliser les jeunes de l'autre côté, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Et donc, je propose effectivement, lors d'un comité technique, d'élargir, d'étendre un petit peu ce dispositif à l'échelle du bassin crémois. Et donc on est en septembre 2022, et rapidement, donc, on demande, clairement, je demande s'il y a une possibilité de mettre en place des actions communes où, dans un premier temps, on essaierait de mobiliser quelques jeunes, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve en difficulté. Ce serait quand même bête de se retrouver en difficulté s'il y a un gros groupe et qu'il y a une tension sur place. Donc, les vacances de la Toussaint ont suivi, comme vous l'avez vu ce matin, donc des petites actions, initiation MMA, un petit match de foot où on mélange les jeunes. C'est très important cette notion de mélanger. Parce qu'en fait, si vous voulez, s'ils restent dans leur coin et qu'on fait un match ou un tournoi où il n'y a qu'une équipe qui représente leur secteur, ce n'est pas le même résultat. Là, l'idée, c'était, t'es mon pote, mais là, je vais te tacler pour prendre le ballon et le donner à un gars que je ne connais pas ou que je n'aime pas. Et vraiment, c'est fort, hein, parce qu'on l'a vu, on a vu des hésitations, le gars part, tape un appel, finalement on ne lui met pas, et puis après, à force de parler, voilà, il jouait le jeu. Donc on a créé une sorte de cohésion, on a suivi ça par des petites collations, c'était sympa. Mais l'idée, c'était dans un premier temps de commencer comme ça, on a vu que ça fonctionnait bien. Et donc, sur l'année 2023, on a mis des actions avec une plus grande ampleur en termes de jeunes, et franchement, ça a dépoté dans le sens où, déjà les partenaires jouent le jeu, c'est important, hein, vraiment d'entendre que les partenaires, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la relation entre les intervenants, les professionnels, les élus, j'ai envie de dire, parce que c'est à partir de là que ça passe, c'est eux qui orientent les choses, c'est la base. Et M. Mohamed l'a dit ce matin, il faut déjà régler les problèmes entre adultes avant de régler les problèmes des jeunes. Et c'est vrai que sur le terrain, dans le cadre de la mise en place de choses, on le voit, on le ressent. Mais en tout cas, à notre niveau, je ne vous cache pas, on a eu des partenaires top, mais vraiment tous, hein, tout le monde joue le jeu, et franchement, donc, ça a bien avancé. Et rapidement, donc, on a mis en place des actions de plus grande ampleur. On visait un séjour de rupture à la base, je ne vous cache pas, à l'étranger, mais voilà, financièrement, c'est compliqué. Même administrativement, pardon, c'est très compliqué. On voulait partir sur un séjour de rupture avec un forage, donc vraiment quelque chose où vraiment on aurait mis des jeunes en face d'autres jeunes qui se battent au quotidien pour trouver de l'eau, et d'autres jeunes qui se battent parce qu'ils se regardent de travers. Voilà, vraiment, c'est la confrontation un petit peu des regards, des positions.
qu'on veut mettre avant pour les choquer et leur faire comprendre qu'ils sont privilégiés. Petit à petit, comme on a élargi effectivement à l'échelle du bassin crévois, on a pu, à un moment donné, intégrer rapidement de nouveaux partenaires, les établissements scolaires des villes voisines, les partenaires, donc on a eu la chance rapidement d'avoir la MDA, l'IFEP, bon voilà, après vous l'avez, vraiment vous avez, j'ai pas envie de manquer de respect à qui que ce soit, la liste des membres du comité technique est vraiment sur la pochette, vraiment je remercie le travail, la disponibilité de tous, parce que c'est important. On a eu l'arrivée entre-temps de Marianne Munier, donc voilà, qui a ramené du PEPS, donc c'est important effectivement qu'on ait quelqu'un au niveau du CSPD qui porte les choses. Et toutes ces actions permettent bien sûr de consolider nos relations et de faciliter quelque part le travail pour le lendemain. Voilà un petit peu ce que je peux dire dans un premier temps. Vous avez entendu, je vous voyais réagir en disant « Ah oui, voilà, beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui vous a interpellé ou sur laquelle vous souhaitez rebondir ?» Oui, alors déjà merci effectivement de l'invitation. Je me joins à l'enthousiasme effectivement et surtout à l'analyse qui a été donnée par rapport au partenariat et au commun. Finalement, je pense que c'est une des clés de compréhension sur cet enjeu et j'ai pas eu la chance d'écouter Marouane Mohamed ce matin. Mais nous, dans la diversité effectivement géographique, politique, urbaine, des villes qu'on accompagne au sein du Forum français, la systématique, c'est celle de la compréhension. Et effectivement, comme on le disait, ce qui est partagé, c'est le constat. Et ce constat partagé, il s'articule autour, pour, mais surtout avec, finalement, ces jeunes dont les trajectoires de vie sont parfois lourdement impactées par ces entrées dans la délinquance mineure. Donc je pense qu'il est toujours nécessaire et fondamental à la fois d'organiser ces temps. Donc merci à la ville de Montaterre, merci en particulier à Farid de nous et vous avoir réunis ici aujourd'hui. Et c'est, je pense, l'un des points les plus fondamentaux de la journée, avec effectivement ensuite l'intégralité des diversités que l'on a vues sur finalement les enjeux de chaque territoire et surtout les modalités de chaque intervenant. C'est-à-dire que tous les professionnels se retrouvent sur le constat, se retrouvent sur la dimension analytique et ensuite chacun déploie en fonction de son périmètre et de sa capacité d'action. Et on a entendu effectivement monsieur le commissaire nous présenter des éléments fort intéressants de la même manière sur la réussite éducative et tout ça, je pense que ça participe de tout ce qui peut être mis en place. Bien évidemment, je pense que la dimension de ce colosse qui ressortira comme socle, c'est effectivement la matinée, parce que cette matinée permet finalement de comprendre des enjeux qui sont communs à tous les territoires. Ensuite, dans la déclinaison des territoires, c'est intéressant d'avoir effectivement l'exemple de Montaterre, l'exemple de Corbeil, qui sont des villes pourtant avec une forte différence fondamentalement, mais qui se recoupent, ou en tout cas peuvent se recouper par rapport à certaines modalités d'action et certaines mises en action. On parlait de la nécessité de renforcer les capacités psychosociales. Pour le coup, ça c'est quelque chose qui, de la même manière, comme elle se rejoint à l'analyse, est nécessaire de pousser et de mobiliser dans toutes les collectivités, peu importe leur dimension, et à travers, d'une certaine manière, tous les acteurs. Et je pense qu'effectivement, la police nationale et le commissaire qui l'a présenté participent aussi de cet enjeu, notamment par rapport au dispositif qu'il a. Juste, vous avez évoqué, Madame Wafki, le fait qu'il y avait des facteurs de risque et des facteurs de protection. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont étonné dans ce qui est ressorti ou des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément? Donc on a identifié des facteurs de risque, donc comme je disais tout à l'heure, individuels. Du point de vue des jeunes, il y a la question, enfin tout le travail que Marouane Mohamed a fait et connaît très bien sur la question des regards, la question de la sensibilité face à l'insulte, les questions d'ego en fait, comment je protège ma dignité au risque de perdre ma vie parfois, donc c'est voilà, assez paradoxal, mais voilà, ce sont des risques. Le risque qui est celui aussi d'avoir cette envie de vengeance, donc ça c'était les risques qui ont été identifiés par les acteurs. Sur le point de vue plus collectif, on avait évidemment, encore une fois, des choses maintenant qu'on a dit depuis ce matin, les effets de groupe, la question de la transmission, l'héritage négatif. Alors, facteur de protection ou d'apaisement, donc individuellement, tout ce qui est question de gestion des émotions. On a évoqué aussi la question de la pensée très critique, amener, c'est pour ça qu'on finance aussi des actions qui permettent de déployer la pensée critique.
La pensée positive aussi, l'ouverture d'esprit, la question des appartenances multiples, comme je vous le disais, et la capacité à se projeter. Ça a été dit d'ailleurs par plusieurs intervenants depuis ce matin, sur la capacité à se projeter ailleurs que dans ces histoires d'embrouilles de cité. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des liens entre, parce qu'on a parlé ce matin aussi du climat de rivalité, quelque chose qui est un peu latent, qui existe un peu tout le temps. Comment est-ce qu'on travaille ça? Là, on parle du climat scolaire, du climat éducatif, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se rejoint à cet endroit-là. Je vais laisser après la salle s'il y a d'autres questions. Je voulais juste revenir un petit peu sur la question du centre jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire comment sont... Donc on comprend qu'il y a des jeunes qui vous sont orientés parce qu'ils sont exclus, mais vous touchez d'autres jeunes, je crois. Comment est-ce qu'ils arrivent? Comment est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'on vous les oriente? Est-ce qu'ils peuvent venir? Enfin, est-ce que les parents les inscrivent? Selon quels critères? En fait, la grande majorité, ce sont les parents effectivement qui inscrivent leurs enfants. Alors on a dû en faire une publicité assez large quand on a créé le CLJ, parce qu'effectivement on partait de rien, donc il a fallu se faire connaître, il a fallu expliquer ce qu'on allait faire, il a fallu aussi que les parents nous fassent confiance, parce que c'est assez compliqué quand on monte un projet de A à Z, voilà, d'expliquer en quoi on va être utile. On commence à être plutôt connu, notamment sur les Hauts-de-Creil, puisque c'est sur les Hauts-de-Creil qu'on est installé. On a deux sites, encore une fois, il y a un site directement au sein du quartier, puisque ça ne servait à rien d'avoir un site qu'à l'extérieur, pour pouvoir toucher les gens directement au sein du quartier. Et il faut aussi un site à l'extérieur pour faire les deux, la rupture et aussi être présent dans le quartier. Donc la majorité des enfants sont inscrits par les parents directement, qui se présentent et qui nous demandent ce qu'on va faire, quel est le programme, qu'est-ce qu'on apporte, etc. Et puis ensuite qui inscrivent leurs enfants. On a aujourd'hui peu ou prou une quarantaine d'enfants qui sont inscrits, donc on ne peut pas accueillir les 40 d'un coup, puisqu'effectivement, alors j'ai oublié de le dire, on a 2 policiers qui sont dédiés à temps plein, qui font tourner la structure, la directrice et son adjoint, et on a aussi 6 policiers du commissariat qui ont passé le BAPA, donc qui travaillent ponctuellement, donc c'est des policiers de voie publique, du judiciaire, enfin de tous les services qui sont détachés ponctuellement sur une semaine, 2 semaines, tout au long de l'année, et qui vont aider la directrice et son adjoint pour encadrer les enfants, faire la sortie, etc. Donc voilà, on a tout ce travail qui a été fait en amont pour se faire connaître. Les parents nous ont amené en grande majorité les enfants, et puis ensuite on a un travail avec les établissements scolaires, comme je le disais, d'accueil des exclus. Et on travaille, et ça a été dit aussi en filigrane dans tous les échanges, on ne travaille pas qu'avec les enfants, on travaille aussi avec leurs parents. C'est-à-dire que quand on accueille des élèves exclus, on les accueille parce que l'établissement nous les envoie et parce que les parents sont aussi volontaires pour qu'on puisse les accueillir. On les accueille, il y a un stage de responsabilisation qui est fait, il y a un travail sur les émotions, sur la raison qui a conduit à l'exclusion, il y a un travail sur soi, il y a des ateliers sportifs, et systématiquement à l'issue, on a une audition qui est faite de l'enfant dans laquelle effectivement on va remettre tout à plat. Pourquoi est-ce que tu as été exclu, quelle analyse tu fais de ton comportement, est-ce que tu t'engages à l'avenir, etc. Et on reçoit aussi les parents pour leur faire prendre connaissance de l'audition et pour voir avec eux comment on peut les aider au quotidien et voir si leur enfant, justement, à ce moment-là, veut être inscrit au CLJ à l'année. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut recruter les enfants, à travers ces élèves exclus. On a aussi ce travail avec les parents, et plutôt que de les accueillir que parce qu'ils ont été exclus, on essaye aussi de les faire adhérer au CLJ pour pouvoir les recevoir pendant les vacances scolaires, les emmener à l'extérieur, dans les sorties, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est fait, mais c'est vraiment un travail de longue haleine pour se faire connaître et essayer d'augmenter le nombre d'adhésions. En tout cas, c'est intéressant comme approche. Et peut-être, Farid, pour revenir aussi à ce que tu évoquais, je sais que vous avez à cœur aussi d'intégrer les jeunes, et notamment ceux qui sont concernés. Enfin, je me rappelle sur le premier événement qu'on avait fait, où c'était donc la réalisation d'un court-métrage avec certains jeunes qui, par ailleurs, avaient été impliqués. Donc, comment est-ce que vous travaillez cette question-là? Est-ce que vous allez directement voir les jeunes, viens, on va faire des choses ensemble, ou est-ce que c'est ceux qui sont plutôt témoins? Est-ce que c'est les intérimaires? Est-ce que c'est ceux qui sont en CDI, comme disait ce matin? Après, ça dépend de la situation. C'est vrai que quand on a des jeunes qui sont qui sont auteurs de coups, ils sont sur un petit nuage, ils se la racontent un petit peu, donc ils sont un petit peu entre guillemets distancés. Mais quand ils sont victimes, bizarrement, ils sont plus à l'écoute. Donc en fait, clairement, nous on a une équipe qui travaille donc sur la journée, mais aussi sur un temps de soirée, de 20h à 22h30. Et c'est vrai que sur ce temps de présence sociale, voilà, créent du lien avec les jeunes au quotidien, ils essaient de comprendre un petit peu leur situation, savoir un peu ce qu'ils font, s'ils sont scolarisés ou pas, et automatiquement ça crée du lien, et ils parlent effectivement des projets, des actions qui peuvent être mises en place. Mais je rappelle, c'est important, lors de la mise en place, en tout cas lors de la création de ce dispositif local de prévention des risques, un des objectifs, c'est de mettre le jeune avec la bonne attitude en avant. Et pour atteindre cet objectif, il faut l'écouter. Il faut prendre en considération ses positions, les responsabiliser,
les valoriser et puis automatiquement essayer de les accompagner à développer un petit peu leur faculté, entre guillemets, d'approche, parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur eux en tant que relais pour parler avec les jeunes. Parce que quand c'est des jeunes qui parlent à d'autres jeunes avec les mêmes codes, c'est pas le même résultat. Ils arrivent à toucher tous les jeunes. Et nous, c'est vrai que on est fatigué de mettre en avant, de voir en tout cas, les jeunes qui posent problème à être mis en avant. On veut inverser à un moment donné, on veut inverser les choses et remettre à l'endroit, entre guillemets, les vraies valeurs. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui poussent à apaiser et à désamorcer quelque part les tensions. Et c'est ces jeunes-là qui méritent d'être mis en lumière, pas les autres en vérité. J'ai vu avec M. Ricard, le proviseur du lycée André Malraux, on a provoqué une rencontre avec les délégués du lycée, donc c'était des classes de seconde à terminale, en sachant que tous les délégués habitent sur tout le Bas-Sacré-Roi et plus largement. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on s'appuie sur des délégués ou est-ce qu'on voit avec eux s'ils peuvent proposer quelqu'un qui a du charisme, qui tient la route, qui peut être relais quand il y a une tension. Et c'est important de mettre au cœur de ce dispositif, en tout cas de cette thématique, et j'ai envie de dire de toutes les thématiques, les jeunes. Pourquoi? Parce que nous, on est là à leur dire au quotidien, faites pas ci, faites pas ça et faites ça. Sans vraiment les écouter. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que quand on regarde bien les choses, c'est les premiers informés. Et j'ai envie de dire, ils sont vraiment dans l'information correcte. Nous, on arrive, on entend ci et ça, et finalement, c'est autre chose. Et eux, ce qu'on a vraiment échangé avec eux, c'est qu'est-ce qu'ils feraient eux. Et donc, en échangeant, on a bien compris que quelque part, ils étaient force de proposition. Et déjà, nous, en tout cas de notre point de vue, ils peuvent désamorcer des situations qui peuvent être très complexes. Souvent, quand il y a une rixe, une bagarre, entre guillemets, le jeune qui s'est pris une rousse, alors que c'est lui qui a cherché les histoires au départ, il n'est pas modeste. Il va pas dire, ouais, j'ai fait un tête-à-tête, j'ai cherché, j'ai fait un tête-à-tête, et puis j'ai pris une rousse. Non, il va dire, c'était 7 sur moi. Et là, ce qui est intéressant, quand on a des jeunes qui sont impliqués, ils peuvent rétablir la vérité en disant, non, c'est lui qui a cherché, il s'est pris une rousse, mais il a mérité. Et nous, la répercussion que ça a, c'est qu'au lieu d'avoir un groupe de 50 jeunes qui arrivent, parce que comme l'a dit M. Marwan, et c'est ce qu'on constate, via les réseaux sociaux, en quelques instants, géolocalisation, ils sont là. Là, ce qui nous intéresse et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est pertinent, c'est que ça casse toute tentative de constitution de groupes conséquents. Et sérieusement, là, on a des services prévention qui ont participé à cette action. C'est beaucoup plus simple, aussi bien pour les forces de l'ordre que les services animation et médiation, de gérer un groupe de 20 jeunes qu'un groupe de 50 jeunes. On doit les mettre au cœur de l'action parce que quand ils sont impliqués, c'est toute une perspective, il y a une programmation qui est arrêtée, donc c'est intégré effectivement dans la stratégie intercommunale de prévention de la délinquance, donc il va y avoir effectivement un travail sur l'avant, le pendant, l'après, mais sur la formation et des professionnels et effectivement aussi des jeunes. L'idée, c'est pas de les laisser dans la nature, c'est de les accompagner. Il faut qu'ils soient en mode participatif, certes, mais sous la supervision professionnelle. Et là, je pense sincèrement, et on a eu l'intervenant de ce matin, le petit Lamine, mais c'est un beau bébé, mais on a entendu ce qu'il a dit. Et c'est clair que quand les jeunes sont impliqués et ils veulent bouger, c'est pas le même résultat. Là, la décision qu'il a prise, entre guillemets, on va pas le gonfler trop non plus, sinon ça va pas le faire, mais ce qu'il a dit ce matin en disant, voilà, il faut qu'on arrête les risques, c'est pas une baguette magique, on va pas arrêter d'une traite comme ça, il y aura toujours des tensions. Mais c'est sûr que quand il a cette position, et c'est ce qu'on a aussi comme position à notre échelle, c'est mais pourquoi vous cassez, pourquoi vous tapez dessus gratuitement pour un regard pour n'importe quoi? Il y a d'autres solutions, il y a le dialogue, on peut passer par des relais, et t'as volé un truc, ok, pas de souci, il y a la police, il y a la justice, mais si tu ne veux pas passer par ce processus-là, pas de problème. On passe par un relais, et tu récupères ton téléphone. On essaie de trouver vraiment des solutions autres que la violence. Et sincèrement, nous, l'idée, et c'est important, c'est de mettre au cœur ce jeune, et le projet du séjour de rupture, il en est une illustration. L'idée, c'est de valoriser les jeunes. Il faut que tout le monde se dise, en fait, c'est l'exemple à suivre. Parce qu'on n'est pas assez en avant ceux qui réussissent. On va mettre en avant le gars qui a le CV, j'ai fait Villepinte, j'ai fait Fleury, j'ai fait... Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Donc nous, à notre niveau, l'idée, c'est vraiment de solliciter tous les jeunes, certes, de travailler avec tous les jeunes, mais de mettre en avant ceux qui méritent d'être mis en avant. Parce qu'il y en a, et ça germe de plus en plus. On a Mamadou, Mamadou, il est là, il est présent.
moi, c'est important, hein. Mamadou, il a été sollicité par Fatou, une de nos collègues, et donc pour participer à ce séjour. Et entre-temps, ben voilà, il y a eu le congé, on est arrivé au mois de juin, moi j'ai zappé un petit peu, donc j'ai relancé, mais sans lancer Mamadou. Il a fait l'effort de m'appeler, en me disant, tu m'as oublié, c'est quoi le truc? Donc c'est intéressant, parce que là on voit, en fait, et c'est là où il faut entendre que la base pour une bonne application, c'est la libre adhésion. En fait, si demain on vient à imposer à des jeunes, que ce soit dans le cadre d'un suivi judiciaire, ou à l'échelle scolaire, hein, à la place d'une exclusion, si on impose à un jeune de participer à des actions, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que c'est une sanction, que c'est la contrainte, et quelque part, on n'aura jamais le bon. Il n'y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de bon résultat. Alors que si on est dans la libre adhésion, c'est plus pareil. Vraiment, c'est plus pareil. Donc, moi, j'insiste sur ce point. Il faut mettre en avant les jeunes, parce qu'on a des pépites, vraiment chez nous, vraiment beaucoup de jeunes. Moi, je vous le dis, on est plus de 14 000 habitants dans le quartier. Monsieur le commissaire pourra me confirmer ou me contredire, il n'y a pas de souci. Mais on a peut-être au maximum, au bas mot, 50 jeunes qui posent problème. Pas plus. Pas plus. Pourtant, on a plusieurs milliers de jeunes sur la ville de montagne. Je ne vous contredis pas. Merci, monsieur le commissaire. Une infime minorité, et je me fais systématiquement la remarque, même quand on a quelques gamins en garde à vue, je me dis systématiquement, mais quel gâchis, parce que pris individuellement, ils sont très malins, ils sont très intelligents, ils pourraient faire tellement mieux. Même ceux qui se retrouvent en garde à vue. Donc non, je ne vous contredirai pas, je mène dans votre sens, voilà, largement. Merci bien, je n'en doutais pas une seconde, monsieur le commissaire. Mais vraiment, c'est important. Et voilà, après, je reviens sur le travail partenarial. Et c'est vrai que nous, pour les mobiliser, c'est important de l'entendre. On a la chance, on l'a provoqué cette chance, d'avoir au sein de du comité technique sur la prévention des risques qui a été constitué, tous les acteurs, j'ai bien dit tous les acteurs, rencontrent et accueillent au quotidien des jeunes. C'est un atout. Moi, je ne vous cache pas, c'est un atout, c'est une force pour les mobiliser, les sonder et les impliquer à la construction et à la mise en œuvre des actions. Et ça, vraiment, il faut bien l'entendre. On n'a pas constitué ce comité au hasard. On s'est appuyé vraiment sur les acteurs clés du bassin clérois. Et moi, j'insiste, hein, je vous dis à tous, bravo, parce que on a la chance, bien sûr, d'avoir une politique, hein, des élus qui facilitent les choses. Mais voilà, je rappelle qu'on a mis en place une fiche partenariale. Et c'est vrai que dans le cadre de cette fiche, alors c'est pas un protocole, parce que le protocole, croyez-moi, il faut des signatures des hautes sphères, et c'est compliqué, ça ne revient jamais. Là, l'idée, c'est vraiment plus un engagement moral pour faciliter un petit peu le travail des uns et des autres. Et moi, je peux vous le dire, j'étais un peu au cœur de ça, tout le monde joue le jeu. Vraiment, tout le monde joue le jeu. Et voilà, il nous manque juste des moyens, je ne vous cache pas. L'oseille, c'est la base. Et franchement, on a besoin de ça. Vraiment, on a besoin de ça. On attend ça. Voilà, je parlais d'argent. Alors oui, je parle d'oseille, mais en réalité, l'argent, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Mais je tiens à remercier effectivement les services de l'État dans le cadre du FIPD. Le séjour de rupture a été financé par le FIPD. Donc c'est vrai que sans ce financement, on ne peut pas mettre en place certaines actions. Et ce type d'action, où on a un temps vraiment de rupture avec les jeunes et entre eux, c'est vraiment exceptionnel en termes de résultats. Et c'est important effectivement que les services de l'État vraiment entendent. Je sais que c'est pas simple, on voit qu'aujourd'hui le budget n'a pas été bouclé, mais c'est important d'entendre que si vous voulez qu'on fasse des choses, il faut des moyens. Vraiment, au-delà des moyens financiers, il y a des moyens humains. Et on attend de vous, effectivement, que vous interveniez aussi bien administrativement que financièrement. Du coup, je me tourne vers vous pour un peu clôturer cette table ronde, et puis on prendra s'il y a quelques questions. On a un tout petit peu de retard, mais on a quand même rattrapé le fil. Donc vous proposez aussi des accompagnements auprès des collectivités, des villes pour travailler sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous procédez Oui, très rapidement, sans interrompre le bel élan aussi qu'avait créé Farid. Au niveau du Forum français, effectivement, on travaille avec des accompagnements, notamment pour comprendre, entre guillemets, la spécificité des territoires, parce que, comme on l'a dit, je pense que l'un des éléments fondamentaux, et notamment pour la création de cette culture commune, c'est de comprendre les termes du sujet. Je pense que Marwan Mohamed assiste suffisamment sur la nécessité de préciser les termes, notamment sémantiques, c'est-à-dire c'est pas seulement X, un mot fourre-tout, mais c'est entre bandes de jeunes sur fond de rivalité de quartier, interquartier ou interville. Enfin, toujours important de bien comprendre déjà la base de ce dont on parle. Et ensuite, effectivement, je pense que l'exemple de la ville de Montagnard, ou même
de Corbeil est assez édifiant dans ensuite la méthodologie qui peut être mise en place pour répondre à ces enjeux-là. Ici, on le voit très bien, c'est-à-dire que c'est un diagnostic partagé avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui peuvent être au diagnostic et puis qui peuvent comprendre avec leur propre faisceau de compréhension la dimension du problème, voir quelles sont les modalités de gouvernance qui sont mobilisables, comme le maire l'évoquait effectivement ici, c'est plutôt autour du CLSPD et puis des cellules opérationnelles, voir à partir de là, donc de ces forces du territoire, qui est-ce qu'on peut mobiliser et qui est-ce qu'on peut mobiliser surtout dans l'idée d'être au plus proche des acteurs. Et les acteurs, c'est effectivement les jeunes qui sont impliqués et de pouvoir surtout les impliquer. Et pour ça, il faut pouvoir faire effectivement un état des lieux, surtout des forces et des contraintes du territoire, parce que bien évidemment, il y a certains territoires qui sont potentiellement moins dotés, qui n'ont pas la chance parfois d'avoir des services médiation acquis, ou en tout cas suffisamment structurés pour avoir aussi l'intelligence du territoire. Donc c'est vraiment toute cette trame-là, et je pense que cette méthodologie, qui est propre à toutes les collectivités dans leur travail quotidien, elle est parfaitement mise en exemple par le cas de Montataire, avec vraiment cette recherche de budget, comme Farid l'a habilement dit, qui est un petit peu le nerf de la guerre. Et ici, effectivement, nous, si on peut pousser ce sujet avec la réduction, effectivement, à venir des budgets collectivités territoriales, il est très important qu'il y ait un accompagnement FIPD, politique de la ville, notamment là à destination effectivement des différents délégués préfets présents sur le territoire, pour effectivement pousser ces dispositifs-là, et qui sont des dispositifs qui ont une force de pertinence parce qu'ils sont créés localement. L'objectif, c'est vraiment de redonner un pouvoir d'action aux collectivités sur ces thématiques-là, parce que ce sont elles qui, à partir de leur analyse, à partir de leur action déjà en cours avec le tissu associatif, avec les partenaires locaux, dans le cadre de cellules qui sont déjà pertinentes, peuvent mobiliser ce type d'action-là et qui, on le voit, sont des réussites. Merci beaucoup.